Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été nommé vice-président de l'UMP par Jean-François Copé. Vous êtes l'un des fondateurs de la droite forte, le courant droitier et majoritaire de l'UMP. Et vous arrivez tout juste de la Manif pour tous qui a battu le pavé à Paris. Ils étaient 500 000 selon les organisateurs, 70 000 devant, d'après la police. Donc un grand écart quand même. Et à Bordeaux pareil, puisqu'à Bordeaux ils disent être 30 000 les organisateurs et 7 500 d'après la police. Vous connaissez le principe de cette émission. On est ensemble pendant 2 heures. C'est d'abord moi qui vais vous interroger sur l'actualité politique. Et puis c'est ensuite Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. BFM Business où d'ailleurs vous pouvez nous suivre en direct côté BFM Business Radio et nous réécouter en intégralité côté BFM Business Télé à 22 heures ce soir. Et avec Emmanuel, vous parlerez évidemment des questions économiques et notamment du programme de Nicolas Sarkozy, chiffré, où trouverez les sous en l'occurrence pour les économies notamment. Et puis c'est ensuite Anna Cabana, grand reporter au journal Le Point, qui viendra interroger la cohérence de votre parcours. Parce que vous avez beau être jeune, vous avez déjà un parcours avec un certain nombre de chemins parfois sinueux. On verra ça tout à l'heure. Bon, commençons bien sûr par la Manif pour tous. L'un des mots d'ordre de la manifestation d'aujourd'hui, c'était notamment de lutter contre la GPA, la gestation pour autrui. Et ça tombe bien, justement, parce qu'en fait, tout le monde est contre. Et d'ailleurs, Manuel Valls lui-même l'a dit dans les pages du journal La Croix vendredi. Donc en fait, ça servait à quoi de manifester ? D'abord, ça sert à démontrer qu'il y a des millions de Français qui ne veulent pas de cette évolution obsessionnelle portée par la gauche. Bien sûr, vous avez cité Manuel Valls à l'instant, qui, il y a quelques heures avant cette manifestation conséquente, 2 jours avant, est intervenu pour dire son opposition à la GPA. Sauf qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, dans d'autres émissions ou d'autres interviews, il avait dit exactement le contraire. On sait très bien qu'il existe en France, mais aussi en Europe, et dans le monde, une pression d'un certain nombre de lobbies pour imposer cette vision ultralibérale, mercantile de la vie. Moi, je considère que l'enfant n'est pas une marchandise. Et je crois profondément en la dignité de tout être humain, et en particulier les femmes. Et je considère, et c'est un message d'alerte et de prise de conscience que nous avons envoyé avec des milliers et des milliers de personnes cet après-midi, de dire il y a des limites, il y a des repères, il y a des principes auxquels nous croyons. Mais justement là-dessus, est-ce que vous ne faites pas peur pour rien? Parce que en fait, les mots de Manuel Valls sont à peu près les mêmes que vous. Alors certes, il dit qu'il a changé, qu'il n'avait pas toujours eu ce même point de vue, mais aujourd'hui il dit la GPA c'est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains, de marchandisation du corps des femmes. Donc c'est exactement ce que vous dites. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls aujourd'hui? Bien, puisque lui, contrairement à moi, il est Premier ministre, qu'il prenne une décision. Vous aimeriez bien peut-être dans les prochaines heures, pour l'instant pas pour encore. Les prochains jours, qu'il démontre la cohérence entre ses propos et ses actes, puisque lui, il a la possibilité d'agir. Et qu'il supprime, par exemple... Quelle est l'incohérence alors? Où est l'incohérence? La circulaire Taubira, par exemple, d'il y a quelques mois, elle ouvre la porte à un certain nombre de dérives, puisqu'un certain nombre de juristes l'évoquent, un certain nombre de parlementaires aussi le soulignent. On a vu d'ailleurs dans la majorité socialiste un certain nombre de prises de conscience sur le sujet. Donc on demande, nous, à Manuel Valls, chiche, si vous écoutez les profondeurs du peuple français, si vous croyez en ces valeurs comme nous, alors vous qui êtes le Premier ministre de la France, prenez vos responsabilités et démontrez à travers la fin de la circulaire Taubira et plus largement, comme l'a demandé Nicolas Sarkozy dans son interview au Figaro Magazine, la mise en place de verrous juridiques très clairs, très ferme pour empêcher les dérives de la PMA et la GPA en France. Et de traduire ça par des faits. Par des actes, exactement. Sur le mariage pour tous lui-même, la droite, on le sent, est assez divisée. Est-ce que vous estimez qu'il faut supprimer la loi Taubira? Oui. Alors d'abord, je vais rentrer dans le détail, parce qu'il faut être précis sur ce genre de sujet. La droite, elle est pas divisée. Qui a divisé les Français? C'est François Hollande. En se précipitant sur une loi qui a profondément marqué les esprits, qui a abîmé l'unité nationale, puisque on a vu des millions de Français manifester ces derniers mois, ces dernières années. Guillaume Pelletier, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des messages contradictoires, notamment au sein même de l'équipe de Nicolas Sarkozy. On voit quelqu'un comme Laurent Wauquiez qui dit il faut l'abroger, quelqu'un comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit au contraire ça y est, c'est fait et on reste dessus. Alors, je vais être très précis. Donc, c'est François Hollande qui a divisé les Français. Quant à notre famille politique, pour répondre à votre question, oui, c'est le lot, c'est la fierté d'une grande famille politique. L'UMP, c'est le premier parti de France. Il y a au sein de cette famille des sensibilités différentes. Moi, je considère que chacune et chacun qui s'exprime, et particulièrement sur ces sujets-là, a droit au respect. Et que c'est notre fierté, voilà, d'être multiples et divers. Maintenant, voilà, vous êtes parfois contradictoire. Pas contradictoire. Vous savez, les hommes d'État, les hommes qui seront désignés
pour diriger notre famille politique ou plus loin pour présider aux destinées de notre pays, devront faire des choix. Et nous souhaitons, avec Laurent Wauquiez, avec Henri Guénaud, avec Hervé Mariton, avec des dizaines et des dizaines de parlementaires, Yannick Moreau, Jean-Charles Taugourdeau et tant d'autres, demander à Nicolas Sarkozy d'être courageux sur cette question. Pourquoi, Apolline de Malherbe? Comment voulez-vous qu'on retrouve le chemin de la crédibilité en politique si on s'oppose à une loi quand on est dans l'opposition et qu'on n'est pas capable de l'abroger lorsqu'on revient aux responsabilités? Alors, deux choses. D'abord, concrètement, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec les mariés qui ont été mariés de fait? Est-ce que vous allez les démarier? Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, moi ce que je propose, alors ça n'engage que moi, mais ça c'est ma conviction et c'est la conviction de nombreux élus dans notre pays, c'est qu'on propose une nouvelle loi qui dira les choses suivantes. Premièrement, interdiction de la PMA GPA. Ça, c'est le premier point. Okay. Deuxièmement, on supprime l'adoption d'enfants, la possibilité d'adopter les enfants par des couples homosexuels sans rétroactivité, bien entendu. D'accord. Donc ceux qui ont déjà été adoptés, évidemment. Ceux qui ont déjà été mariés, vous ne les démariez pas en quelque sorte. Évidemment. Et puis, troisièmement, je crois, pour reprendre les mots qui transcendent d'ailleurs les clivages entre la droite et la gauche, Ségolène Royal, je crois, avait eu ces mots, que le mariage, je souhaite qu'il soit réservé à l'union entre un homme et une femme. Et donc, le mot mariage, par contre, nous créerons dans cette loi, c'est ce que je propose, une union civile ambitieuse, audacieuse pour les couples homosexuels, dont je respecte parfaitement. Simplement, vous ne voulez pas le mot mariage, quoi? Non, parce que je pense que... C'est quoi qui vous gêne? Parce que, vous savez, le mot mariage, ça veut dire, ça implique la filiation. Je vais même faire une réflexion philosophique qui explique cette conviction que je porte. Alors je finis juste sur l'union civile. Elle est très importante parce que je souhaite que les couples homosexuels puissent avoir des garanties et des droits sur les questions patrimoniales et successorales et je respecte profondément leur amour. Mais sur la question centrale du mariage, le mariage implique la filiation. Et nous sommes malheureusement dans un monde extrêmement préoccupant. Je ne sais pas d'où vient cette idéologie où on cherche progressivement à couper chacune et chacun d'entre nous de nos racines. Entre la famille entre la famille et la nation, c'est la même chose. On cherche à nous couper de la transmission de notre héritage. C'est quoi ce... Le monde politique, c'est une menace qui vient d'où? La classe politique, je pense, en France, inspirée de l'idéologie de mai 68, inspirée du politiquement correct, de la pensée unique. Il est plus jeune et vous continuez à penser que la classe politique, ce qui se vit aujourd'hui trouve ses racines dans mai 68? Oui, il y a un décalage profond entre les aspirations du peuple français, qui cherche à retrouver la fierté de son histoire, de son patrimoine, de ses coutumes, de ses traditions à travers la célébration de la nation, qui n'est pas un gros mot. Moi, je suis fier d'être français, c'est la première chose. Et deuxièmement, à travers cette volonté d'abîmer l'idéal familial. Chaque enfant a droit à un père ou à une mère, ou même à l'idée d'un père ou à l'idée d'une mère. Et ça, c'est un principe fondamental, c'est un modèle de civilisation auquel je suis profondément attaché. Guillaume Pelletier, vous disiez, je fais partie de ceux qui demandent à Nicolas Sarkozy d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy, on le voit pour l'instant, il prend pas franchement parti, il essaye de gagner du temps. A priori, on n'a pas l'impression qu'il veuille l'abroger, cette loi, quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous, on verra d'abord. Moi, pour le rencontrer régulièrement, pour échanger régulièrement avec lui, entre autres sur ce sujet, il nous a demandé, et je soutiens dans ce choix, on ne peut pas avoir reproché à François Hollande la précipitation sur cette loi et demander à Nicolas Sarkozy, qui est un homme d'État, la même précipitation. Donc vous comprenez qu'il prenne le temps? Il prend le temps, il écoute, il regarde, il consulte, mais il proposera, il l'a dit, il proposera le moment venu une solution politique et juridique. Mais tout le monde l'a dit, il est parti pour des mois et des mois de campagne, de rencontres avec les Français. Pourquoi, au bout de 15 jours, lui demander... Donc vous, ça ne vous gêne pas qu'il ne prenne pas position pour l'instant? Absolument pas. Si jamais il prenait position pour éventuellement modification, mais ne pas abroger cette loi, est-ce que ça pourrait être un motif de rupture entre vous? On verra, vous savez, avec des si, on peut tout faire. Mais est-ce que c'est un point sur lequel vous estimez que c'est un point essentiel? C'est un point fondamental, qui fait partie de mes convictions profondes, qui fait partie de la cohérence de mon engagement politique. Je ferai tout pour me battre aux côtés de Nicolas Sarkozy pour convaincre le maximum de responsables politiques de faire ce choix-là. Maintenant, je ne suis pas un idéologue. Je suis fier d'être de droite, mais je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique. Vous pourriez quand même passer là-dessus? Mais passer là-dessus, on verra. Je vous dis, ma conviction profonde, c'est que je crois que c'est possible.
J'ai vu ces dizaines de milliers de Français dans la rue. J'ai vu ces craintes dans tous mes déplacements au nom de l'UMP, en tant que vice-président, au nom de la droite forte. Je le vois en tant qu'élu local chez moi, en Sologne. Il y a une crainte d'abîmer progressivement cette valeur fondamentale qu'est la filiation. Et donc mon rôle, et ma force et ma détermination, c'est de défendre ces valeurs. Est-ce que parmi ceux avec qui vous avez manifesté aujourd'hui, vous sentez qu'il pourrait y avoir une candidature Manif pour tous autonome? J'y suis assez opposé, pour être très franc avec vous. Je crois que la vision communautariste des choses, qui fait d'un seul sujet l'alpha et l'oméga de la vie politique, c'est une posture dangereuse. Ça n'empêche pas, vous le voyez avec moi, de défendre avec conviction et détermination un certain nombre de convictions. Mais attention à ne pas se caricaturer ou se cornériser, comme on dit. C'est une valeur, ce sont des valeurs auxquelles je suis profondément attaché, mais n'en faisons pas... voilà. Un étendard à part. Parce qu'il y a l'économie, il y a l'emploi, il y a le chômage, il y a l'Europe, il y a les délocalisations, il y a l'immigration. Je suis totalement lucide sur aussi les aspirations et la désespérance. Et la question des hiérarchies, des priorités. Exactement. Nicolas Sarkozy, vous le soutenez. Il a perdu, d'après IFOP, 7 points en une semaine auprès des sympathisants UMP dans la course à la présidence du parti. Alors, il reste haut, 68% quand même. Enfin, il a perdu 7 points. Ce retour, il est quand même beaucoup plus difficile que prévu. Non, je crois pas. Vous savez, quand on est à 60, je connais un peu les sondages, quand on est à 75%, il n'est pas illogique de perdre quelques points. On voit d'ailleurs que ça va plutôt dans les ne se prononce pas. Vous savez, dans cette campagne, je crois que Nicolas Sarkozy a trouvé le ton juste à travers son discours d'ouverture de sa campagne à Lambersart et puis ensuite ses échanges avec des milliers de militants. Il y a un monde fou dans les salles, il faut le reconnaître. Il y a cette force incroyable qu'il a en lui-même d'avoir remis au goût du jour le débat d'idées. On peut lui reprocher plein de choses, mais il y a encore quelques semaines ou quelques mois, ma famille politique était profondément abîmée et divisée et offrait aux Français un spectacle déplorable. Oui, il y a d'abord dans cette campagne un bon ton. De ce point de vue-là, franchement, ça a réveillé au contraire les animosités. Je vais vous dire, il y a Nicolas Sarkozy qui fait sa campagne et que je soutiens parce que je considère qu'il est le mieux placé pour rassembler la famille, et je vais y revenir. Il y a Bruno Le Maire, pour lequel j'ai beaucoup d'estime parce que sa façon d'incarner le renouveau, d'occuper le terrain, de porter des idées nouvelles, c'est quelque chose aussi qui parle à ma génération. Et donc je trouve que cette campagne, pour avoir vécu d'autres campagnes pas si lointaines, se passe 1000 fois mieux qu'auparavant. Et Nicolas Sarkozy... Là, vous parlez de Bruno Le Maire et d'Hervé Mariton, mais enfin on a quand même le sentiment que les principaux adversaires et ceux qui aiguisent leur couteau, c'est quand même plutôt François Fillon et Alain Juppé. Ça sera un autre débat et un autre combat au moment de la primaire. Vous ne les écoutez même pas, ça n'est pas le moment. Mais j'écoute tout le monde. Vous savez, mon objectif, moi, c'est de convaincre les Français que nous sommes crédibles et prêt à gouverner pour offrir une alternative. J'ai écouté Alain Juppé jeudi soir. J'ai été très agréablement surpris que François Fillon et Nicolas Sarkozy se parlent à nouveau à l'invitation de Nicolas Sarkozy jeudi dernier. Et j'ai vu avec Nicolas Sarkozy cette volonté de rassembler. Regardez ce que dit Xavier Bertrand, regardez ce que dit ce matin dans les colonnes du JDD Valérie Pécresse. Apporte son soutien à Nicolas Sarkozy. Il y a cette capacité de Nicolas Sarkozy, alors qu'on avait tant dit qu'il reviendrait pour cliver, cette capacité de rassembler. Nicolas Sarkozy, il a déclaré jeudi, est-ce que le centre et la droite doivent être ensemble? Pour moi, la réponse est évidente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend ce que ça veut dire. On sent que vous avez un petit doute. J'ai l'avantage d'être profondément constant, cohérent, franc, direct, parce que ça sert à rien. Donc ce petit appel au centre, ça vous paraît pas tout à fait ce que vous auriez fait? Je souhaite, et je pense qu'on a convaincu Nicolas Sarkozy à plusieurs, que soit créée, au début 2015, une nouvelle formation politique. Parce qu'aujourd'hui l'UMP est trop abîmé, parce qu'il a marqué ces derniers mois, ces dernières années. Donc oui, il nous faudra une grande formation politique capable de rassembler les Français par-delà les clivages, quels qu'aient été les votes passés. Et une primaire ouverte au centre? Qui crée un mariage de fait entre la droite et le centre. Ouverte à tout le monde, d'une part, et capable, cette formation politique, de rassembler tous les Français qui souhaitent une alternative et réconcilier les Français avec la politique, et mieux, et plus important encore, j'y reviendrai, réconcilier les Français avec la France. Mais attention, et je mets en garde nos responsables politiques, à force de ne penser la politique qu'à travers le microcosme parisien, à force de se soumettre à la pensée unique et à la bien-pensance, à force de vouloir gagner le centre, on finit parfois par perdre le peuple. L'enjeu premier n'est pas d'avoir une politique droitière, n'est pas d'avoir une politique centriste. Moi, je ne considère pas que la droite forte, c'est l'aile droite de l'UMP. La droite forte, c'est le premier courant majoritaire de l'UMP. C'est le corps central de la reconquête et de la refondation de la droite. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et je ne
me positionne pas, je ne réfléchis pas, je ne veux pas m'adresser aux Français en disant il faut plus à droite ou plus au centre. Il faut surtout nous adresser au peuple français. Vous avez donc le sentiment, quand Nicolas Sarkozy dit oui, il faudra quand même que ce soit la droite et le centre, que c'est presque un jeu politicien, que c'est éloigné des préoccupations du peuple? Je dis qu'il a raison de répondre à ces questions obsessionnelles du monde médiatique. C'est un calcul politicien, quoi. Non, je dis qu'il a raison de répondre à ces questions qui reviennent si souvent dans le débat public. Mais c'est pas une question médiatique, Guillaume Pelletier. C'est aussi une question simplement d'assiette de l'électorat, quand même. Vous savez, mais je vais vous dire, moi je suis un élu local, maire, président de communauté de communes. Je suis passionné par la politique depuis tout petit, parce que je considère que c'est le moyen le plus exceptionnel de changer la vie des gens et d'améliorer leur quotidien. Il n'y a pas une seule fois sur le terrain où on me dit il faudrait être un peu plus à droite ou un peu plus au centre. Par contre, on me dit il faudrait enfin passer du courage de dire au courage de faire. Et moi, je veux incarner, avec d'autres, avec tous mes amis qui sont ici, les parlementaires, la nouvelle génération d'élus, incarner le courage de faire. C'est-à-dire de porter des convictions fortes et d'avoir enfin le courage de les mettre en pratique une fois aux responsabilités. Vous savez, il y a trop d'hommes politiques qui ne parlent que de leur vision de la politique. Moi, je m'en contrefiche pas mal de la vision de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est une vision pour la France. C'est la France qui compte. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays demain? Ce discours, Guillaume Pelletier, c'est quand même le discours que porte aujourd'hui toute votre génération, à droite comme à gauche. Vous avez exactement les mêmes mots qu'eux. Ah, sur la France, je n'en suis pas certain. C'est-à-dire que le rapport à la France, mettre la France au-dessus de tout, au-dessus de tous nos clivages, et dire aux Français... Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Guillaume Pelletier? Ah ben, je vais vous dire. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire réconcilier les Français avec trois idées simples. Cesser de leur faire des milliers et des milliers de promesses pendant les campagnes électorales et ne jamais les tenir une fois aux responsabilités. Okay. Moi, j'ai 38 ans et depuis 38 ans, je souffre de voir trop souvent des promesses de campagne jamais appliquées. Okay, donc les trois idées sont moi, simples. Je ne ferai pas des fausses promesses. Exact. Il faut pas faire des promesses, il faut les tenir. Premièrement, c'est de nous réconcilier avec l'indépendance de la France, la souveraineté de la France, la maîtrise de notre destin, que ce soit sur les questions internationales. Moi, j'ai par exemple été très marqué par ce qu'avait incarné Dominique de Villepin à l'ONU en 2003, cette capacité à retrouver le chemin d'une France libre, écoutée dans le monde entier, qui ne se soumet à aucune hégémonie, qu'elle soit américaine ou autre, qui ait le courage de parler avec la Russie, qui ait le courage de parler au Proche-Orient. Ça compte pour moi. Deuxièmement, une France qui se réconcilie avec l'autorité. L'autorité est une belle valeur, l'autorité de l'État, l'autorité à l'école, l'autorité dans la justice, l'autorité et non le laxisme. Donc l'indépendance, l'autorité. Et enfin, c'est sans doute le mot-clé que je porterai dans les mois et les années qui viennent. C'est sans doute un mot qui a été abîmé et galvaudé, c'est le mérite. Le mérite, ça veut dire quoi, la France du mérite? Ça veut dire que quel que soit votre statut social, vos origines, vos croyances religieuses, le lieu où vous êtes né, si vous vous accrochez, si vous travaillez, alors vous serez récompensé. Si à l'inverse, vous ne respectez aucune règle, si vous contournez, vous abusez, vous fraudez, vous serez sanctionné. Voilà le nouveau modèle économique et social que je propose demain à nos compatriotes. Le mérite. Le mérite. C'est simple, c'est compréhensible par tous et ça permettra de recréer une espérance française. On va en parler justement parce qu'on parlera aussi des questions économiques dans un instant avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler évidemment des programmes et notamment du coût des programmes de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, d'Alain Juppé. Mais juste avant, sur cette question économique, Natacha Rios disait à l'instant que l'un des mots d'ordre des manifestants, et vous y étiez cet après-midi, c'était de dire que ce gouvernement avait une family-phobie et qu'il reniait notamment les politiques familiales. Mais sur ce point-là en particulier et sur le fait qu'un certain nombre d'aides familiales vont être reniées, est-ce que vous vous dites que c'est trop, mais dans ces cas-là, vous les feriez où, les économies? Ça, je vais vous le dire, mais certainement pas sur la politique familiale. Il y a une erreur en France, c'est de considérer que la politique familiale est une variable d'ajustement et que la politique familiale serait une sorte de politique sociale. Non. Avoir des enfants, ça peut être une conviction, ça peut être un choix, mais c'est surtout une croyance en l'avenir et une possibilité pour offrir à la France de se survivre à elle-même à travers la démographie, qui est une arme économique fantastique pour payer nos retraites. Et donc, à ce titre, le fait de raboter à travers les 700 millions d'euros d'une part... On est quand même, on parle, attendez, je voudrais quand même redonner les chiffres, on parle effectivement de 700 millions d'économies sur un budget des dépenses familiales de 80 milliards d'euros. Donc ça reste quand même à la marge. Vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi, vous savez, la fiscalisation de la majoration de 10% pour les parents retraités de 3 enfants. Il y a eu la baisse significative du quotient familial, parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas de cap et pas de cohérence. Mais pour les économies et les dizaines de milliards d'euros qu'il va nous falloir trouver, je vais y revenir, et là j'ai des propositions à faire. Emmanuel Le Chypre sur les économies. Écoutez, je ne sais plus par où commencer, parce que vous étiez parti sur effectivement les économies, et
On a parlé aussi des finances locales, puisque évidemment une partie des économies vont être faites sur les collectivités locales. Et on voit déjà, si on en croit les notes de Bercy publiées ce matin, que le déficit des collectivités locales a explosé en 2013. Vous êtes maire d'une commune. Il y a beaucoup de maires de droite qui ont été élus sur la promesse, notamment qu'ils n'augmenteraient pas la fiscalité locale. Comment vous allez faire? En faisant des efforts. Moi, j'ai été élu dans une commune, pour vous donner un exemple très concret, j'ai hérité d'une dette de 2 millions d'euros. Ce qui est considérable pour la taille de la commune dont je suis le maire. On a pris immédiatement une décision sur laquelle on sera très carré pendant 6 ans. Il n'y aura pas un seul centime d'augmentation d'impôts, tant la pression fiscale est aujourd'hui trop importante pour nos compatriotes. Comment on va faire alors? Premièrement, on a réduit les indemnités des élus. Moi, j'ai par exemple baissé mon indemnité de maire de 10%. Pour donner l'exemple, c'est symbolique, mais ça compte, l'exemplarité, premièrement. Deuxièmement, on a réduit, c'est la première fois depuis des décennies, les dépenses de fonctionnement de plus de 5%, en allant chercher partout les économies qu'on pouvait faire. Il y a aussi tout un travail à faire sur les subventions aux associations, qui ont été réduites de plus de 10%. Donc il y a toute une politique qui est engagée de meilleure gestion des coûts. Vous avez ici Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, par exemple, qui engage la même démarche dans sa commune. Et est-ce que vous allez limiter les progressions d'effectifs, par exemple? Parce qu'une des raisons des dérives, c'est que dans les collectivités territoriales, dans les communautés de communes, les effectifs continuent d'augmenter. On a l'impression qu'il n'y a pas la crise, là, vraiment. Mais vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce que la classe politique a menti aux Français. On nous a dit, vous êtes maire, vous êtes à la tête d'une commune, ne vous inquiétez pas, on va faire une communauté de communes. Et puis on réduira les effectifs. La vérité, c'est qu'on a gardé nos effectifs dans les communes, et dans les communautés de communes, on a créé un certain nombre de postes. Il y a donc eu une explosion. Prenons un chiffre simple. Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 150 000 fonctionnaires au niveau national ont été supprimés. Vous savez que l'INSEE ne retrouve pas ces 150 000 fonctionnaires dans les chiffres. On y reviendra. Ouais. Quand dans le même temps, quasiment le même nombre étaient embauchés par les collectivités territoriales, pour la plupart dirigées par la gauche. Mais je ne veux pas en faire un débat droite-gauche, parce que pour être très franc avec vous, la droite comme la gauche, c'est ma conviction, ont échoué ces 30 dernières années à régler la question centrale de la dette. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous allez supprimer des investissements que vous auriez faits pour votre ville ou... Nous battre d'autant plus pour obtenir de la part d'autres collectivités, le département, la région d'une part, mais aussi d'investisseurs privés, parce que j'y crois, un certain nombre d'aides et de soutien. Ma conviction, je le vois, c'est qu'on peut faire toujours un peu mieux avec un peu moins d'argent public. Oui, alors le problème, c'est que quand on regarde ce que propose finalement, de façon assez similaire quand même, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, on est quand même sur les mêmes types de programmes, une centaine de milliards d'euros d'économie. Là, c'est pas un petit peu qu'il va falloir économiser, c'est 100 milliards. Or ça a déjà été promis, tout ça, par Nicolas Sarkozy. Et ça va pas assez loin. 4 points de PIB promettait Nicolas Sarkozy en 2007. En 2007, ça fait 80 milliards. Donc, la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'il faut faire, parce que tout ça, on le sait, mais c'est comment vous allez faire. Vous parliez tout à l'heure de courage de dire, de courage de faire. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous garantit que quand vous serez au pouvoir, si vous revenez au pouvoir, que enfin vous allez le faire? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors, je vais vous dire, parce que moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Si je veux quelle méthode convaincre les Français que ce que nous allons promettre, nous allons le tenir. La méthode, j'y crois profondément, c'est le référendum. Moi, je souhaite que Nicolas Sarkozy puisse s'engager dans les mois et les années qui viennent à l'organisation d'un grand référendum dès le début du prochain quinquennat sur comment on règle cette question centrale qu'est la dette et que sont les déficits publics. C'est pas par une obsession personnelle ou collective, la dette. La dette, c'est l'abandon de la maîtrise de notre destin. Plus il y a de dettes, moins nous sommes souverains, moins nous maîtrisons notre destin collectif. Donc c'est très important de le régler. C'est quoi la question de Deuxièmement, je vais y revenir. Deuxièmement, il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy et ne pas oublier quand même qu'il a dû affronter en 2008 une crise mondiale d'une ampleur inégalée depuis des décennies, en tout cas que ma génération n'avait pas connue. Oui, mais c'est important de le rappeler parce que on n'a pas été assez bon pour le rappeler. Et c'est surtout qu'entre 2010 et 2012, après la crise, il s'est quand même rien passé, il faut être honnête. Il y a eu, on le sait, dans la dernière année... 7 à 10 milliards d'euros d'économie. C'est insuffisant. Je vous le dis, je ne peux pas être plus franc. Et même les propositions aujourd'hui que l'ensemble des ténors de la droite font, c'est insuffisant. Bon, voilà ce que je propose. Et c'est quoi la question dans le référendum? La question, c'est, à partir des points que je vais développer devant vous, êtes-vous d'accord ou non pour courageusement prendre les décisions suivantes? Et je vais vous les présenter. Premièrement, pour expliquer aux Français, il faut qu'ils comprennent. Les questions, très clairement, quelles seraient les questions qui se poseraient aux Français? D'abord, il y a un enjeu clair que personne n'aborde, qui est une imposture par rapport à la valeur qui doit tous nous rassembler, qui est l'égalité, qui est sur le fronton de toutes nos mairies. C'est la question de la retraite. J'ai regardé tous les rapports, j'ai tout étudié, et je me suis aperçu de manière incroyable que si nous avions le courage, enfin,
et c'est ma proposition, d'égaliser les régimes de retraite du public sur ceux du privé, de manière absolue, au nom du principe d'égalité. C'est ce dont ça a déjà été proposé. Vous allez demander en 2007, c'était Vous proposé. savez, madame, c'est 30 à 45 milliards Alors la question, d'économies. c'est quoi? Premièrement. On aligne les régimes de retraite du Voilà, privé. êtes-vous favorable pour aligner les régimes du public sur ceux du privé? Moi, j'y suis favorable. C'est 30 à 45 milliards d'économies. Vous vous rendez compte? Deuxièmement, est-ce qu'on supprime immédiatement tous les régimes spéciaux? 7 milliards d'euros chaque année. 3 milliards d'euros, par exemple, pour la SNCF. Au nom de quel principe on peut dire aux salariés du privé, dont je suis, vous allez continuer à travailler et votre retraite sera calculée sur les 25 meilleures années à un taux de 50%, quand les salariés du public auront un calcul sur les 75% des 6 derniers mois. Et je le dis d'autant plus facilement que je suis aujourd'hui un petit entrepreneur, mais que mon premier métier, c'était professeur d'histoire-géographie, donc je connais la fonction publique. Je dis juste qu'on doit être très courageux sur l'égalité, sur la question de la retraite. Vous voyez, on a déjà 50 milliards d'euros sur ces deux mesures extrêmement concrètes et qui ne sont pas des... Et quelle autre question vous poserez aux Français? Autre chose, il y a un grand problème sur les fraudes en France. Qu'elles soient fiscales, 80 milliards d'euros. C'est pas une question de référendum. C'est pas... attendez, mais renforcer la lutte contre la fraude. Je vais vous donner un exemple. Les fraudes sociales, selon le rapport de Dominique Tian, c'est 20 milliards d'euros. Moi, je fais une proposition très simple qu'on nous poserons par référendum. Faut-il supprimer les allocations sociales pour les fraudeurs récidivistes? Frauder une fois, c'est grave. C'est que sur les 20 milliards, c'est les patrons qui fraudent. Mais est-ce que je viens de dire que c'est que les salariés? Tous les fraudeurs, quels qu'ils soient. Vous savez, j'ai toujours mené un combat contre les profiteurs du haut comme les profiteurs du bas. Il y a des deux côtés de l'échelle des gens qui profitent du système. Si on croit au mérite, qui est la valeur cardinale que je souhaite que nous incarnions à droite dans les mois et les années qui viennent, il nous faudra lutter des deux côtés de l'échelle. Et donc, cette proposition simple pour les Français, faut-il supprimer les allocations sociales pour les fraudeurs récidivistes? Frauder une fois, c'est grave, la justice fera son travail. Frauder deux fois, c'est terminé. Et je pense que les Français comprendront... Donc ça, c'est 20 milliards, donc ça fait 50 milliards, 20 milliards, et vous avez encore d'autres questions à leur poser aux Français? La baisse des fonctionnaires, par exemple, vous posez une question? Évidemment. On sait très bien. Vous interrogez les Français, y compris là-dessus? C'est pas quelque chose... Vous allez passer... Vous allez faire des référendums tous les mois. Mais vous savez, sur une journée, un dimanche, pourquoi pas le jour du premier tour ou du second tour? Ça va être dans votre programme. Donc si les Français vous choisissent, c'est qu'automatiquement ils veulent cette politique. Oui, mais Emmanuel Léchy, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça pourrait se dire, est-ce que c'est pas une nouvelle promesse de campagne? Ah, d'accord. Donc ça a deux conséquences. Un, le jour des élections législatives, ce référendum, qui démontrera notre volonté. Et puis deuxièmement, cette volonté aussi que j'ai avec des millions de Français, c'est de contourner cette vieille démocratie sociale qui ne fonctionne plus. Je suis un chef d'entreprise, je ne me reconnais pas dans le MEDEF. Et mes salariés ne se reconnaissent pas dans la CGT. Et on nous parle toute la journée et du MEDEF et de la CGT. Tout ça, c'est mort. C'est fini. Il faut un nouveau monde et un nouveau modèle. Merci Emmanuel Le Chypre. Dans un instant, c'est Anna Cabana qui nous rejoindra pour analyser votre parcours. Parce que certes, vous êtes jeune, mais effectivement, ça a déjà quand même pas mal sinué. À tout de suite. Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir Apolline. Alors vous interrogez le parcours jeune mais déjà sinueux de Guillaume Pelletier. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Alors moi j'ai envie de commencer par des images d'archives. C'était le 12 novembre 2006, on regarde. Nicolas Sarkozy est pour le droit de vote des étrangers, pour le mariage homosexuel, pour la discrimination positive, pour le financement public des mosquées. Nous nous y opposons. Nicolas Sarkozy a un certain courage, il est actif, sauf qu'il se soumet trop régulièrement à la pensée unique de la gauche. Alors vous étiez, Guillaume Pelletier, alors le bras droit de Philippe de Villiers. Enfin, c'était un autre temps. Oui, que j'assume parfaitement. Je dois beaucoup à Philippe de Villiers, qui à travers ses réussites territoriales, le Puy du Fou, le Vendée Globe, a incarné aussi une nouvelle façon de faire de la politique. Donc c'était une autre époque. Ça me fait rire, je parlais encore plus vite qu'aujourd'hui. Et je me reconnais dans ce que je disais, parce qu'à l'époque, je le dis, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy, j'avais beaucoup de craintes sur deux grands sujets. Sa vision trop atlantiste des choses. Il pensait beaucoup à travers les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et son rapport au communautarisme, on se souvient sa création du CFM, que j'appuyais. L'idée d'une instance était importante à mes yeux, mais avec une trop grande place donnée à l'UOIF. Donc j'avais un certain nombre de craintes. On sait aussi que sur le droit de vote des étrangers, il n'était pas extrêmement clair. Il est devenu depuis. Donc je dirais qu'il a évolué. Finalement, il a changé. C'est vous, c'est vous qui l'avez pas, en tout cas, il m'a démontré. Je peux prendre un autre exemple, c'est l'Europe. Oui. Puisqu'on parle de Philippe de Villiers ou de Nicolas Sarkozy. En 2005, j'ai voté non. Et j'en suis très fier. Parce que je considère que l'idéal européen auquel je suis profondément attaché est aujourd'hui, et depuis longtemps, abîmé par une vision très technocratique des choses, et avec un fossé qui se crée entre les peuples européens et la belle idée d'Europe. Et le paradoxe, c'est que Nicolas Sarkozy, qui était l'un des chantres du oui... Il est revenu vers vous là-dessus aussi. Oui, regardez pendant son quinquennat ce qu'il a fait. Comment il a mis au pas la Commission de Bruxelles, comment il a incarné l'idéal européen, comment il a pu, avec les Russes et les Géorgiens,
porter une Europe forte qui parle au monde entier. Et ben voilà, ça c'est Nicolas Sarkozy. Donc finalement, la cohérence est de votre côté. Mais alors, vous n'avez que 38 ans et vous avez déjà été dans l'ordre lepéniste, maigretiste, villiériste, et donc pas n'importe quel villiériste, hein, puisque vous étiez présenté par Philippe de Villiers lui-même comme son héritier. Et depuis 2009, vous êtes sarkozyste. Alors, la vraie question, c'est que ça fait quand même beaucoup pour un seul jeune homme, non? Et pourquoi, enfin, on pourrait faire la même chose pour tant d'autres, hein, vous savez, sur le... Mais sur un temps aussi court, non? À gauche quand même, hein, parce que vous êtes parti de la droite, je me ressens. Et... Je me ressens. Ah, finalement, le centre... Non, plus sérieusement, c'est un parcours dont j'assume la cohérence et dont je regarde parfois, évidemment, les excès. Mais vous savez, moi j'avais 18, 19, 20 ans, par exemple, pour reparler de la question du Front National, et je veux, à travers cette réponse que je vous apporte, parler à ces millions de Français qui votent ou qui sont tentés par le vote Front National. Moi, je suis rentré au Front National, à l'époque, comme simple militant, parce que je considérais que le Front National posait un certain nombre de bonnes questions. Et j'en suis sorti, parce que je me suis aperçu très vite qu'il apportait des mauvaises réponses. Et je veux dire aux Français, moi je ne suis pas là pour porter un jugement moral sur votre désespérance, sur votre colère. Je peux comprendre que vous votiez Front National compte tenu d'une classe politique qui trop souvent ne tient pas ses promesses. Mais je vous dis que le Front National est une impasse. Et que seule une droite républicaine renouvelée pourra réconcilier ces deux idées aujourd'hui très séparées, le courage et la crédibilité. Il nous faut être courageux, mais il nous faut faire des propositions crédibles. Et alors je reviens sur vous et sur les 4 pairs que vous pourriez avoir en politique, donc Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Philippe de Villiers, puis Nicolas Sarkozy. Alors ils ont tous été un peu votre papa, ou alors il y en a un d'entre eux... Au risque de vous décevoir, je ne me sens le fils de personne sur le plan politique et professionnel. Moi je me sens profondément libre. Je vous ai expliqué les raisons. J'étais révolté, excessif évidemment, quand j'avais 18 ou 19 ans, comme beaucoup de jeunes. Vous savez, il y a un jeune sur 4 qui votait Le Pen, c'est pas pour rien. Non, celui qui m'a le plus marqué, outre Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui est dans le temps d'aujourd'hui, c'est Philippe de Villiers, dont j'ai admiré la façon d'alerter les Français sur un certain nombre de sujets, la question européenne, on l'a dit, et puis sa façon, en Vendée, à l'échelle d'un territoire, de profondément transformer une Vendée qui était enclavée et abîmée. Il y en a un cinquième, c'est Patrick Buisson. C'est difficile de vous parler d'autre chose que de Patrick Buisson. Alors on écoute juste un petit son de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était le 21 mai 2013 au micro de BFM TV notamment. Je pense que Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt. Alors voilà, vous ne l'avez jamais caché, vous partagez le diagnostic de Patrick Buisson sur la société française. J'apprécie ses analyses, avez-vous dit très souvent. Dans le point de cette semaine, Patrick Buisson pronostique la défaite de Nicolas Sarkozy, je le cite. Nicolas Sarkozy ne parviendra pas à franchir les nombreux obstacles qui jalonneront sa route jusqu'en 2017. Et puis, qui peut croire qu'il est le mieux placé pour rassembler les électeurs centristes, voire ceux de gauche? Quelle plaisanterie, il perdra. Est-ce que vous partagez cette analyse, Guillaume Pelletier? Non, absolument pas, même si j'assume ce que vous disiez en amont, c'est que j'ai considéré deux choses. Là encore, il faut être précis. Patrick Buisson a eu une attitude incompréhensible à travers la question des enregistrements et vraiment, j'ai pas pu comprendre cette attitude. Je le dis avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Pour autant, je différencie cet acte de ce qu'il a incarné aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant des années. C'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy lui a fait confiance entre 2005 et 2012. Ça compte pour un candidat à la présidentielle et un président de la République, parce que Patrick Buisson nous oblige à penser différemment. Il est le premier à avoir identifié, ce que le géographe Christophe Guillouly fait depuis quelques mois, cette France périphérique, cette France rurale que je veux porter, moi, élu du monde rural, cette France des oubliés, oublié de la classe politique, oublié de la mondialisation. Vous l'avez revu, Patrick Buisson? Non, je n'ai aucun contact depuis cette affaire des... Depuis les enregistrements? Non, aucun contact. Et donc au fond, c'est-à-dire que maintenant vous voulez être l'héritier, non pas de l'homme Patrick Buisson, mais de l'idéologie buissonnienne? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, au risque de vous décevoir, je ne suis pas un idéologue. Les idéologies ont fait tant de mal à notre pays et au monde entier. Je suis un pragmatique, attaché à un certain nombre de convictions. Je vais même vous dire, je suis de droite, tout le monde le sait, fier de l'être, et je l'assume. Et en même temps, je ne suis pas un conservateur. Je me sens profondément rebelle à la pensée unique, à la bien-pensance. J'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de casser les codes, de briser les tabous. Je n'ai plus envie que la classe politique et médiatique nous mette dans des cases. Et en même temps, vous risquez d'être... sortir des cases. Guillaume Pelletier, vous risquez d'être un petit peu malheureux dans cette campagne présidentielle qui s'annonce, puisque le Sarkozy d'aujourd'hui va pour faire alliance avec le centre. Donc ça va vous mettre, vous, dans une position plus inconfortable que dans la campagne précédente. Mais c'est vous qui le dites. Vous savez, là encore, je le répète, vous avez encore l'espoir que ce ne soit pas le cas. Le centre, la droite, moi je vais vous dire, j'ai la conviction que Nicolas Sarkozy, pour échanger avec lui, on le verra, il a une vision bien plus moderne des choses.
et que son enjeu n'est pas de parler à la droite ou au centre, mais de parler au peuple français. Mais ce que dit Anna, quand effectivement vous, ça fait quand même 2 ans que vous entretenez la flamme du sarkozysme, et pour autant, qui va chercher comme porte-parole aujourd'hui, comme jeune porte-parole, c'est Gérald Darmanin, qui pour le coup est quelqu'un plutôt de proche de Xavier Bertrand, qui est pas d'accord avec vous sur les questions par exemple du mariage homosexuel, etc. Est-ce que ce Sarkozy-là, qui a choisi quelqu'un comme Gérald Darmanin, est pas en train de vous tourner le dos? Mais il a très bien fait de prendre Gérald. Mais c'est la vérité. Gérald, d'ailleurs, plus ou moins de droite que moi, je ne sais pas. Il vient de la droite populaire, de Thierry Mariani, donc j'en suis pas persuadé. Gérald incarne aussi une nouvelle génération politique. Et il a surtout décidé, Nicolas Sarkozy, on le voit tous les mardis matins, de rassembler, oui, comme je l'ai fait moi ce soir, par exemple, une nouvelle génération d'élus. Gérald fait partie de cette génération d'élus. Geoffroy Didier, tous ceux qui sont ici, Laurent Marcangeli, le député maire d'Ajaccio. Nicolas Sarkozy veut briser les codes, veut sortir de cette pensée unique obsessionnelle qui fait que... On a compris que ça c'était... Donc ça c'est votre espoir. Voilà, mais c'est pas un espoir, c'est une conviction profonde. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit capable de créer une famille politique, un grand rassemblement, par-delà l'aile droite et l'aile centriste, pour réconcilier les Français avec la politique, apporter une réponse aux électeurs populaires, aux électeurs oubliés, à cette France rurale qui est aujourd'hui majoritaire. Parce que personne ne le dit. Je vais vous dire un chiffre clé, qui est pour moi clé. Toutes les politiques publiques, toutes les promesses de campagne sont à l'adresse des Français qui vivent dans les grandes agglomérations. C'est une erreur. Il y a les Français des grandes agglomérations et je les respecte. Mais depuis 2013, 51% des Français vivent dans une commune de moins de 10 000 habitants. C'est cette France-là que je veux incarner. C'est à cette France-là que je veux parler. C'est cette France-là que je veux convaincre qu'il y a un espoir français, qu'il y a un rêve français, que la France n'est pas finie, comme écrivait un chef d'entreprise dans un journal britannique, le Times, il y a quelques jours. Non, la France n'est pas finie. La France, on doit la réconcilier avec les Français et offrir une espérance. Vous voulez donc réincarner, réenchanter le rêve français, et c'est tout simplement le slogan de François Hollande en 2012. Je le dis quand même. Donc effectivement, grâce aux nouvelles méthodes que je propose. Visiblement, c'est pas le même rêve, avec enfin, en tout cas, sur le principe, vous êtes d'accord. Avec beaucoup plus de courage et une nouvelle méthode. Vous avez entendu, le référendum, les ordonnances. Je fais même une nouvelle proposition ce soir. Je souhaite, moi, qu'on en finisse avec le quinquennat, qui est une erreur, et qui nous empêche de réformer. Je souhaite un septennat non renouvelable, que l'homme politique soit contraint, entre guillemets, de vraiment réformer la France et de marquer l'histoire, plutôt que de ne penser qu'à une seule chose, sa réélection. On en parle dans un instant. Merci infiniment, Anna, d'avoir été avec nous pour analyser ce jeune parcours, mais on le voit déjà riche. À tout de suite, on reparle de cette proposition du quinquennat dans un instant. À tout de suite. Retour dans BFM Politique avec mon invité Guillaume Pelletier. Vous êtes l'un des jeunes qui montent à droite. Vous avez été nommé vice-président de l'UMP par Jean-François Copé. Vous étiez cet après-midi dans les cortèges des manifestations. On entendait à l'instant les chiffres officiels. Vous avez manifesté du coup dans le même cortège que Marion Maréchal Le Pen, que de nombreux ténors du FN. Ça vous dérange pas? Non. Quand on défend un certain nombre de convictions, on ne regarde pas... la couleur politique de celles et ceux qui vous entourent et qui défendent la même cause à un même moment. Vous savez, ça vaut pour la gauche, ça vaut pour la droite. Il y avait certainement, je l'ai vu d'ailleurs, des gens qui ne croient plus à la politique, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui sont au Front National. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des... Moi, j'ai envie qu'on sorte justement, c'est ça aussi la nouvelle façon de faire la politique. Ça vous dérange pas, quoi? Il faut qu'on arrête de mettre les gens dans des cases en permanence. Voilà. Mais ça veut dire aussi que les cases sont poreuses pour vous. Il y a des liens possibles éventuellement avec le Front National. Si vous vous retrouvez sur un certain nombre de causes, est-ce que vous pourriez du coup faire cause commune? Non, justement, moi j'ai le mérite d'être extrêmement clair, avec 2 positions très claires sur votre question. 1, je ne souhaite pas d'accord avec le Front National, pour les raisons que j'ai maintes fois évoquées. Par contre, je souhaite qu'on respecte et même qu'on comprenne les électeurs du Front National qui font ce choix parce que nous leur avons sans doute trop promis et trop menti. Moi, j'ai vécu, dites-vous, on en a parlé tout à l'heure avec Anna Cabana, c'est-à-dire vous-même, vous avez été un des piliers du Front National. Un militant à 18 ans, hein, mais au siècle dernier même, mais bon. Enfin, au siècle dernier, mais enfin, vous n'êtes pas vieux, donc c'était il y a pas si longtemps. À la fin des années 90, ce que je veux dire, mais je l'assume, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne veux pas qu'on porte un jugement moral sur les électeurs du Front National. Ce sont des Français, comme vous et moi, qui sont désespérés, qui sont en colère, qui n'en peuvent plus qu'on leur promette sans tenir. Le jour où nous incarnerons non pas simplement le courage de dire, mais le courage de faire, comme je l'ai dit. Donc pour les récupérer, il faut tenir ses promesses, quoi. Oui, et puis leur proposer un espoir. Et puis démontrer qu'on veut régler la question européenne, lutter contre les délocalisations, réhabiliter la belle idée d'assimilation, c'est-à-dire... Et puis... le corps central, à mon avis, le cœur central du message qu'on doit leur adresser à ces Français des quartiers populaires, c'est le mérite.
Voilà, c'est de leur dire si vous... Ça, on a compris que c'était effectivement votre mot d'ordre. Vous voyez, il y a ici Samia Soultani qui est première adjointe au maire de Laval, qui est vice-présidente de l'agglomération lavalloise, qui est présidente de la fédération UMP. Et elle incarne pour moi, avec tant d'autres, voilà, cette façon d'incarner le mérite à la française. C'est-à-dire, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances, si on réussit, on peut le faire en France, c'est possible. Il y a quand même une chose aussi que reprochent beaucoup les électeurs du Front National à la classe politique, c'est la question des affaires. Je voudrais qu'on évoque la question de l'affaire Big Malion. Cette semaine, elle a pris un nouveau tournant avec des mises en examen. Outre les fondateurs de l'association, de l'entreprise Big Malion, il y a aussi 3 anciens cadres de l'UMP qui ont été mis en examen. Vous aviez déclaré que Bastien Millot, c'était votre parrain. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui ? Alors, c'est un livre qui raconte cette phrase. Qui vous cite, hein. Effectivement, oui, et je rappelle quand même que Bastien Millot, c'est l'un des fondateurs de Big Malion et il est aujourd'hui mis en examen. Hein. J'ai très clair. D'abord, je vous l'ai dit, je n'ai pas de parrain. Voilà. Je suis le fils de personne sur le plan politique et professionnel. Vous reniez, vous dites n'avoir pas prononcé cette phrase ? Je n'ai jamais dit cette phrase, jamais. Vous n'avez jamais dit Bastien Millot est mon parrain. J'ai dit par contre, ce qui est la vérité, et je le redis ce soir avec la même simplicité, que j'ai rencontré, comme tant d'autres, Bastien Millot en 2008. Il avait appelé mon équipe pour qu'on puisse se rencontrer. Il occupait à l'époque des fonctions à France Télévisions. Il rencontrait, je sais, énormément de personnalités politiques, de chefs d'entreprise. Mais il vous a fait la courte échelle. Oui, et pendant quelques années, jusqu'en 2011 pour être précis, puisque depuis je n'avais plus de nouvelles de lui, on a pu, sur un certain nombre de dossiers professionnels, travailler ensemble. Mais comme je le dis, vous savez, il faut qu'on soit... Non, mais juste ça veut dire qu'au moment de la campagne, en 2011, vous rompez les ponts ? Oui, pas pour ces raisons-là, mais on s'est perdu de vue progressivement. Moi, je suis en province, il était à Paris. J'ai réorienté mon activité professionnelle sur le conseil en stratégie pour les PME, beaucoup moins que pour les collectivités, pour un certain nombre de raisons. Mais c'est pas pour fuir une réalité. Moi, j'assume complètement avoir rencontré Bastien Millot entre 2008 et 2011. Mais je voudrais qu'on soit précis, puisque votre question est précise. C'est-à-dire que j'ai lu dans la presse, par exemple, qu'Anne Hidalgo avait fait pareil. Ça fait pas d'Anne Hidalgo une coupable de ce qu'on accuse aujourd'hui Bastien Millot. Bastien Millot, comme son entreprise, avait manifestement des centaines et des centaines de prestataires, d'entreprises, de clients et de collectivités territoriales. Et j'étais l'un de ceux-là, à une époque où tout le monde qui connaissait la vie politique simplement, il y a pensait que Big Malion était une entreprise compétente et professionnelle. Il y a d'ailleurs une enquête qui a été ouverte sur votre entreprise à la suite du début de l'affaire Big Malion et des doutes sur Big Malion. Malgré tout, est-ce que vous avez eu connaissance de montages financiers entre Big Malion et l'UMP ? Jamais. Vous savez, on s'étonne. Jean-Jacques Bourdin m'a posé la même question il y a quelques jours. C'est une question qui se pose. Bien sûr, mais je comprends qu'elle se pose. Hein, et j'y réponds avec la même franchise là encore. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas faire dire à un homme... Enfin, je trouve que les hommes politiques parlent souvent pour ne rien dire. Ou de choses qu'ils ne savent pas. Moi, je ne peux pas être plus simple. Je ne savais pas. Je n'ai rien vu de ces affaires. Et vous n'avez jamais eu le moindre doute. J'étais avec Nathalie Kosciusko-Morizet, l'un des porte-parole de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. On s'occupait de la stratégie de campagne, on s'occupait des émissions, on s'occupait des idées, on faisait le tour de France. À aucun moment, je n'ai pu voir, entreapercevoir de tels faits. Et je le dis, parce que là aussi, il faut répondre aux Français. Ce sera la justice de trancher. Il faut d'abord qu'on ait une justice rapide, efficace sur le sujet. S'il y a des coupables, ils doivent être sanctionnés, fermement, sévèrement. Si ce ne sont pas ceux qu'on dit aujourd'hui, on aura parlé pour ne rien dire. Donc je vous dis juste, moi je veux être prudent par rapport à ça. Parce que je crois profondément, vous avez une valeur qui est abîmée, parce que je ne crois pas à la justice américaine, je crois à la justice française, à la présomption d'innocence et au secret de l'instruction. Guillaume Pelletier, vous disiez que vous aviez été très actif effectivement pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, porte-parole. Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'avait jamais entendu le nom même de Big Malion pendant la campagne. Est-ce que ça c'est crédible ? Eh bien, je le crois profondément. Vous savez, Nicolas Sarkozy était président de la République. Il était aussi candidat à l'élection présidentielle. Et pour l'avoir accompagné, pas jour après jour, mais presque, avec d'autres politiques... François Fillon, qui n'était pas dans la campagne, qui était à Matignon, dit que lui, évidemment, le mot Big Malion, c'est un mot qu'il avait rencontré. Mais vous voyez, je vous dis, Nicolas Sarkozy, avec lequel j'étais, moi j'avais entendu, et pour cause, parler de Big Malion. Je savais que Big Malion intervenait dans un certain nombre d'événements, je ne le nie pas. Mais Nicolas Sarkozy, que je côtoyais régulièrement, était tellement en 2 mois de campagne, vous vous rappelez que c'était une campagne courte, oui. Sur ces événements, ces meetings, ces réflexions sur les idées, ces émissions de télévision, son rapport aux Français, la volonté de gérer notre pays. Que donc il peut être passé complètement à côté de Big Malion. C'est ma conviction profonde. Et c'est pas une faute morale quand on est candidat de pas du tout s'occuper de cette intendance ? Ah non, je crois justement que c'est la preuve que l'hyper-président dont on l'avait accusé
avait compris qu'il fallait aussi déléguer un certain nombre de responsabilités. Et tout le monde sait qu'un directeur de campagne adjoint, une équipe de campagne, il y a dans cette équipe des responsabilités différentes. Il y a ceux qui s'occupent des idées, ceux qui s'occupent des médias, ceux qui s'occupent des événements, des meetings. Enfin, en gros, c'était pas ses affaires, quoi. Et je n'ai à aucun moment, maintenant la justice le dira, moi, je suis, ni vous ni moi, je ne suis pas juge, je suis pas chroniqueur judiciaire. Moi, je suis un homme politique. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits avérés. S'il y a un problème et que la justice tranche, vous savez, il n'y a que ceux qui ont quelque chose à se reprocher qui ont peur de la justice. Et Guillaume Pelletier, je souhaite juste que la justice qui ne soit pas politisée. Ce que je reproche aujourd'hui, si vous voulez, parce que je vais être encore plus précis, ce qui me gêne, c'est que les tribunaux, les journalistes se comportent en juges, les juges se comportent en politiques, et les politiques, je fais même notre autocritique, et les politiques se comportent en chroniqueurs ou commentateurs de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'attends de connaître des faits avérés, s'ils sont avérés, et on verra s'il y a des condamnations. Mais comment voulez-vous qu'on réconcilie les Français aussi avec la justice? Si en permanence, le temps de la justice... Depuis le début de cette émission, vous dites que l'important pour vous, c'est de réconcilier les Français avec la politique. Mais enfin, comment voulez-vous réconcilier les Français avec la politique quand on voit qu'effectivement, il y a quand même eu quelque part une magouille? Ah mais c'est pour ça que je peux pas... Et une magouille de grande ampleur, on ne sait pas encore effectivement si c'était uniquement pour masquer des débordements de campagne ou si c'était pour se faire du gras pour cette entreprise Big Magnon, mais quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, il y a eu magouille et ça a concerné l'UMP. Il y a eu, au sein de ma famille politique, manifestement des magouilles inacceptables. Je dis bien manifestement puisque ça n'est pas à moi de le préciser. Et que je souhaite que les coupables, s'il y a coupable, soient condamnés. Je ne peux pas vous dire mieux. Moi, ma position, elle est extrêmement claire. Je vous dis juste, et je nous mets en garde collectivement, de ne pas alimenter le tous pourri. C'est-à-dire que moi, je considère que 99% des élus de la République, je le vois chez moi en Sologne encore, sont des gens extraordinaires, qui sacrifient une grande partie de leur vie familiale, sociale, professionnelle, au service des autres. Donc vous ça pas existe aussi. Avec le oui, il y a des pourris dans toutes les formations politiques, et eux doivent être sanctionnés. Mais attention aux amalgames, attention aux analyses caricaturales et faciles. C'est un peu plus compliqué que ça. On va attendre les précisions de la justice. Et justement, c'est le moment d'affronter l'autre camp politique, la gauche, un autre jeune du camp d'en face. C'est Jérôme Guedj qui nous rejoint pour le face-à-face. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez tous les deux pratiquement le même âge, à 4 ans près. Vous êtes Jérôme Guedj, vous avez siégé à l'Assemblée nationale jusqu'en 2014, jusqu'au remaniement, à la place de François Lamy, dont vous étiez le suppléant, et vous êtes redevenu du coup président du Conseil général de l'Essonne. Vous êtes socialiste, considéré comme proche des frondeurs, ce qu'on appelle les frondeurs, et vous venez justement débattre avec Guillaume Pelletier. Vous allez évoquer notamment la manif pour tous, mais aussi la question du retour de Nicolas Sarkozy, le programme de la droite forte, et puis être jeune en politique, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par la manifestation pour tous. Vous, Jérôme Guedj, vous étiez un des piliers du soutien à gauche au mariage pour tous. Oui, c'était une loi qui était un engagement de la campagne électorale et qui, d'une certaine manière, vous avez beaucoup parlé de référendum qu'il faudrait organiser après l'élection présidentielle. En l'espèce, il y avait eu une élection présidentielle, l'engagement était clair. Et les Français, en votant pour François Hollande, savaient que ce progrès de l'égalité avait été mis sur la table. Et donc, aujourd'hui, tout en respectant le droit souverain de Français à manifester sur tel ou tel sujet, je suis quand même très désemparé, un peu intrigué pour quelqu'un qui cherche à réhabiliter le sens de l'engagement politique, de propositions claires, de choix qui peuvent être perçus par les uns et par les autres, que vous participiez d'un mouvement d'entretien d'un fantasme en politique. Vous êtes contre la GPA. Ça tombe bien, le gouvernement, le Parti socialiste et l'état du droit français actuel ne permet pas la GPA. Moi, je suis opposé à la marchandisation du corps humain. Là-dessus, vous êtes d'accord. Je vais revenir, laisse... Et puis alors après, à côté de ça, vous êtes, vous l'avez dit avec franchise, pour l'abrogation de la loi. Le problème, c'est que dans votre famille politique, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a quand même 50 nuances de rapport à cette loi sur le mariage pour tous. Nathalie Kosciusko-Morizet, soutien de Nicolas Sarkozy, ou même Alain Juppé, si j'ai bien compris, considère que ce progrès du droit, qui somme toute, franchement, ne vous a pas affecté personnellement. Je veux dire que des gens se marient, ça n'a pas retiré un quelconque droit à votre vie quotidienne, Monsieur Pelletier. Vous êtes
aussi libre auparavant qu'aujourd'hui. Mais c'est le Il y a des gens qui ont progressé. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi vous entretenez cette espèce de fantasme, ou alors je le comprends trop bien. C'est pour essayer de coaguler une opposition de droite qui ne sait plus où elle habite et qui se dit voilà un sujet sur lequel on peut au moins se refaire une petite santé en entretenant quelques petits fantasmes. Dans ce que vous... C'est normal, moi j'ai beaucoup parlé avant, donc je laissais Jérôme Guedj pouvoir s'exprimer. Et puis moi j'aime le débat politique et je crois qu'on est deux hommes de conviction. Voilà. Pas les mêmes, mais ça compte dans le débat public. Vous avez dit plusieurs choses. D'abord, vous avez dit c'est un fantasme et il n'y a pas de problème avec la GPA. S'il n'y avait pas de problème, vous apportez deux contre-arguments. Pourquoi Manuel Valls, Premier ministre de la République, a cru bon d'intervenir médiatiquement et politiquement quelques heures avant cette grande manifestation pour rappeler ce principe, contraire d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé dans une interview mais lui-même dit avoir changé, hein. Oui, non, mais il a le droit de changer. Je dis juste que s'il est intervenu à ce moment-là, c'est qu'il entend bien les craintes ou les risques qui existent dans l'opinion publique, premièrement. Deuxièmement, si le gouvernement était si cohérent entre ce en quoi il croit et ce qu'il veut appliquer, pourquoi n'a-t-il pas fait appel vous savez, de ce qui s'est passé là tout au long de l'été, il avait, je crois, jusqu'à la fin du mois d'août, pour intervenir et contester pas les dérives, mais les inquiétudes juridiques portées, par exemple, par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes bien conscient que c'était sur un cas individuel. La CEDH ne se prononce pas, la Cour européenne des droits de l'homme ne se prononce pas sur le principe même de la GPA. Elle fait une chose sur laquelle on va être d'accord, vous et moi. La jurisprudence, c'est un principe, et moi j'y suis favorable, ça s'appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, et de cet enfant en l'occurrence, qui conçu par GPA à l'étranger, et moi je le regrette, je suis contre la GPA, et j'adorerais qu'il y ait une sorte de loi de bioéthique mondiale, comme il en existe en France. C'est la loi de bioéthique en France qui interdit les conventions de GPA. J'adorerais qu'on soit capable d'avoir des lois de bioéthique mondiale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc il y a la possibilité de faire des GPA à l'étranger. Que fait-on de ces enfants au moment où ils reviennent en France? C'est pas reconnaître la GPA que de permettre à ces enfants, c'est ce que prévoyait la circulaire Taubira, c'est ce que rappelle la Convention européenne la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir un certificat de nationalité et de pouvoir avoir la reconnaissance de leur statut de citoyen français. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est ça. Voilà. Si vous voulez qu'on débatte. Vous avez évoqué la question des droits en disant mais vous n'avez pas perdu de droits. Mais vous savez, il n'est pas question de vous et moi. Il est question sans doute d'une différence d'approche de notre modèle de civilisation, de notre modèle de société. C'est que moi je considère que le droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère est supérieur au droit à avoir un enfant, à obtenir un enfant. L'enfant, c'est pas un désir. L'enfant, c'est pas une marchandise. Mais personne n'a parlé de droit à l'enfant. Si, il y a une différence d'approche quand j'entends les manifestants, quand j'entendais ce que vous dites sur le droit que j'aurais gagné ou perdu. Oui. Moi, je le dis avec beaucoup de respect, de calme. Je respecte votre position, je respecte la position d'Alain Juppé ou de Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que je crois que dans un monde apaisé, c'est pas la peine de se faire la guerre sur des sujets comme ça, mais c'est une conviction très profonde que je veux porter sur le long terme. Je veux convaincre Nicolas Sarkozy, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit de revenir sur cette loi parce que... Non, mais vous avez juste dit que le problème, c'était le mot mariage. C'est-à-dire tout ça pour ça. Tout ça parce que le mot mariage vous pose problème. Mais non, parce que derrière, vous avez dit, je suis pour le contrat d'union civile, etc. Donc, soyons précis, parce que vous connaissez les conséquences. Le mot mariage, ça veut dire aussi la filiation. Oui. Et donc, moi, je vous le dis et je vous le redis, mais comme des millions de Français, je considère comme prioritaire cette idée qu'un enfant a droit à un père et une mère. Mais pour autant, je respecte profondément les couples homosexuels. Je souhaite même renforcer ce que nous aurions dû faire d'ailleurs dans le précédent quinquennat, à travers une union civile améliorée, la protection de leurs droits successoraux et patrimoniaux. Mais je pense, je ne suis pas le seul, Ségolène Royal a tenu les mêmes propos, François Bayrou aussi, que le mot mariage a un sens, que le mot mariage, ça veut dire quelque chose. Et par conséquent, pourquoi serait-on obligé dans notre pays, c'est ce que je reproche à François Hollande, d'abîmer ce qui marche? Parce que la famille, les familles, le mariage, ça marchait plus tôt. La politique familiale, c'est sans doute l'une des dernières fiertés à la française. Quand nous en vit dans le monde entier, eh bien j'aurais préféré que François Hollande s'attaque au chômage et à la dette plutôt que de faire une loi qui a divisé les Français. Et c'est très intéressant. Je préférerais aussi que l'opposition s'exprime sur ses propositions économiques et sociales mais qu'elle manifeste. On voit bien que vous avez du mal à établir des convergences. Mais je reviens une seconde sur ce que vous avez dit sur votre modèle civilisationnel, sur la famille, c'est un papa, une maman, voilà, des choses extrêmement classiques. Mais alors, dans l'état du droit actuel, parce que dans vos propositions assez décapantes et tonitruantes à la droite forte, j'ai pas vu cette chose qui consisterait à, par exemple, interdire ce qui est dans le droit français actuel,
la possibilité d'adopter pour une personne seule. Moi, je suis président de conseil général, je délivre des agréments d'adoption, et depuis toujours, ça existe. Oui, dans le code de la famille. J'ai fait, il y a quelques mois, dans une interview, cette proposition. Je souhaite qu'au nom de la cohérence... Vous vous rendez compte? En gros, vous dites que la possibilité pour un homme ou pour une femme seule d'adopter, c'est-à-dire qu'en gros, il y a cette espèce d'obsession de ce modèle. Et après, comment on fait quand il y a une famille monoparentale où il n'y a plus de papa qui s'occupe de l'enfant? Vous voulez qu'on supprime les allocations familiales? Est-ce que vous aimez le débat? Allez-y, ne faites pas votre victime. Mais non, je ne fais pas la victime, je dis juste que moi j'aime... Il y a tellement de contradictions. Mais c'est pas une contradiction, parce que justement c'est la cohérence. Vous venez de dire, vous avez une incohérence, vous devez être d'accord pour l'adoption pour les personnes célibataires. Eh bien justement non, parce que je suis cohérent et je mets le droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère au-dessus de tout. C'est donc dans tous les cas. Aujourd'hui, nous apprenons qu'à l'UMP, la droite forte, Guillaume Pelletier, de revenir sur la possibilité d'adoption qui existe et qui permet à des milliers de femmes ou d'hommes seuls, mais plus souvent de femmes seules, de pouvoir adopter en France aujourd'hui. Mais je l'assume hérité de la tradition française. Parce que je souhaite profondément qu'on donne la priorité. Il y a tellement de couples hétérosexuels stables qui souhaitent adopter et qui n'y arrivent pas. Donnons la priorité à ces familles-là. Pour autant, je considère qu'il y a plusieurs modèles de famille. Je considère et je respecte. C'est une contradiction. Mais pas du tout. Plusieurs modèles de famille. Mais attendez, c'est quoi l'autre modèle? Mais pourquoi vous êtes dans cette idéologie d'opposer les uns aux autres? Moi, je dis qu'il y a je dis qu'il y a un modèle préférable pour l'enfant, mais que pour le reste. Et c'est pas à la loi de le définir. Chacun vit comme il veut, chacun vit comme il l'entend, chacun aime l'autre comme il l'entend. Je n'ai pas à juger. Pas la loi à le Moi, je suis pas un sentimentaliste. Pourquoi est-ce que vous voulez l'interdire par la loi? Politique. À l'instant, vous voulez l'interdire par la loi. Parce que les couples, de fait, ils existent. Ces couples homosexuels, ils ont des enfants, de fait. Ils existent, ce sont nos voisins, c'est parfois des membres de notre famille. Et moi, j'ai eu bonheur à voir dans les quelques milliers de mariages, y compris certains qui étaient opposés à l'UMP et qui ont marié leurs propres enfants. Parce qu'ils étaient confrontés à la réalité, à la force de l'amour et à ce besoin de vivre normalement. Et donc, pourquoi est-ce que vous dites à l'instant, il n'y a pas à la loi que s'en occupe, mais pourquoi vous voulez que la loi l'interdise? Voilà encore une contradiction terrible. Si vous dites la cohérence, pas de mariage pour les couples de même sexe. Pour moi d'ailleurs, si on veut faire de la philosophie, le mariage, sur le plan juridique, n'est pas la célébration d'un amour. C'est-à-dire que chacun a le droit de s'aimer comme il l'entend. C'est ça qui est notre différence. Le mariage, c'est l'idée inventée par les sociétés, il y a très longtemps, pour garantir qu'elles se survivent à elles-mêmes. Pour garantir une protection pour les femmes, d'abord, pour garantir une protection pour les enfants. Et là encore, pardonnez-moi de mettre l'enfant au-dessus de tout, c'est ma conviction, mais je respecte la vôtre, respectez la mienne. Je pense que ce modèle a fait ses preuves sur le long terme, que l'équilibre des enfants le mérite, et ça ne veut pas dire, je me répète, que la loi doit intervenir dans la façon dont les gens s'aiment. C'est ça qui me dérange. Ce que je veux dire, c'est que je pensais que considère que les gens sont libres de s'aimer comme ils l'entendent. Je pensais que ce débat était derrière nous, qu'il avait eu lieu de manière trop longue d'ailleurs au Parlement, qu'il avait fracturé la société française. Je veux dire qu'on parle de dette, d'économie, de sécurité. Alors moi j'ai un autre sujet qui était dans la manif sur la famille. Parce qu'il y avait aussi dans cette manifestation des inquiétudes sur les sujets relatifs à la politique familiale. Et c'est là qu'il y a une contradiction, on va rejoindre les propositions économiques. C'est que il y a deux sujets qui me posent problème. Dans le même temps, vous dites, il faut faire, François Fillon avait dit ça, Jean-François Copé, 100 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique dans les 3 années à venir. Sauf qu'à un moment, il faut savoir où faire ces économies. Et donc, si j'ai bien compris, vous dites, les politiques familiales doivent être sanctuarisées, pas 1 euro d'économie sur la dépense familiale. C'est un peu ce que vous nous avez dit il y a quelques instants. Je suis très content que vous ayez mon porte-parole, mais je vais être... Non, mais c'est juste pour préciser. Et puis après, je terminerai ma question. Premièrement, moi, je souhaite qu'on fasse, des économies drastiques et qu'on soit enfin courageux. Égalité. Est-ce que sur la dépense familiale... Je vais vous répondre. Je vous réponds. Non, mais on sait parler de tunnel. Je sais comment faire un tunnel. Non, mais je vais être très précis, vous allez voir, vous allez être très content. Quand une journaliste me pose une question. Égalité des régimes de retraite publics. Égalité des régimes de retraite publics. Vous l'avez déjà dit, oui. 40 milliards d'économies. Suppression des régimes spéciaux, 7 milliards d'économies. Je lis les rapports aussi. Juste pour me dire, c'est quel rapport qui dit que c'est 30 à 45 milliards d'euros? On veut faire de la nouvelle ou de la vieille politique? Mais non, mais tout à l'heure, c'est juste... La nouvelle politique, c'est tout à l'heure, vous avez dit 30 à 45 milliards. C'est dans tous les rapports qui le disent. Moi, je les lis tous, je les connais bien en matière de retraite. On demandera, si vous voulez, à Emmanuel Le Chier, aux spécialistes, par exemple, le rapport du Conseil d'orientation de nous citer. Allez, vous savez, il y a suffisamment de commentateurs et d'observateurs. On verra si j'ai raison. Un peu de fact-checking. Je suis prêt à relever les défis. 30 à 45 milliards. Deuxièmement, 7 milliards de régimes spéciaux. Lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Un vrai contrôle sur les arrêts maladie. L'absentéisme dans la fonction publique, c'est jusqu'à 10 milliards d'euros chaque année. Et la famille? Ça, c'est pour mes propositions qui dépassent les 100 milliards d'économies. Par contre, je souhaite, que la politique familiale
parce que ça n'est pas une politique sociale, parce que ça n'est pas une variable d'ajustement et parce que les classes moyennes sont trop souvent pénalisées dans notre pays. Je souhaite que la politique familiale soit, elle, sanctuarisée. Très bien. Alors, deuxième terme de ma question, la suite. Dans le même temps, vous êtes, comme tous les libéraux à l'UMP, le MEDEF, pour dire il faut supprimer les cotisations sociales patronales, les cotisations familiales patronales, celles que payent les entreprises. Le MEDEF a demandé que les 34 milliards d'euros de cotisations patronales soient supprimés. D'ailleurs, il y a eu une baisse qui est intervenue. Moi, je vous le dis, je le regrette, puisque les cotisations ont été baissées. Et alors, donc, du coup, si on baisse les cotisations patronales qui financent la branche famille, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer celle-ci et pour maintenir la sanctuarisation que vous évoquez? Au passage, je rappelle juste une chose, puisque vous êtes attaché à la politique familiale. Elle était, la branche famille, à l'équilibre en 2007. Elle était à 2 milliards de déficit en 2012, quand Nicolas Sarkozy est parti, et entre-temps, 0 réforme structurelle. Donc je veux juste comprendre comment dans le même temps on sanctuarise, et comment dans le même temps on dit il faut supprimer toutes les cotisations patronales familiales. Parce que moi je vous dis la solution pour éviter la baisse de 700 millions, moi je suis pas pour la baisse de 700 millions d'euros. Je le dis, voilà. Je préfère... Là-dessus, vous êtes plutôt d'accord. Je suis d'accord, mais je vais vous dire comment il faudrait faire. Il aurait fallu tout simplement ne pas baisser les cotisations patronales familiales à hauteur de 5 milliards d'euros. Attendez, la politique, c'est pas un monologue. On peut allez-y. Deux choses. D'abord, comment on fait pour financer la politique je l'ai dit tout à l'heure sur ce plateau, je ne me sens pas proche du MEDEF. Je suis un petit entrepreneur, je me sens beaucoup plus proche de la CGPME et je considère que dans notre pays, on en fait beaucoup trop pour les entreprises du CAC 40 ou beaucoup trop pour la fonction publique et insuffisamment pour les PME, les artisans, les commerçants. C'est la colonne vertébrale de ce que je veux incarner dans les prochaines années. Les PME doivent être remises au cœur de la politique économique dans notre pays. C'est elles qui créent l'emploi. Pas de problème, je suis d'accord avec vous. Un code du travail de 150 pages au lieu de 3500. La suppression des seuils sociaux et, j'y viens, la baisse des charges, c'est indispensable. Alors, comment on baisse les charges et on maintient la politique familiale? Il y a un truc qui m'échappe. Ça s'appelle la TVA antidélocalisation. On transfère ce que payent les entreprises aujourd'hui, à qui on demande tant d'efforts, une partie de ces charges-là, sur une TVA antidélocalisation pour que les produits de la concurrence déloyale de Chine, d'Inde ou du Brésil participent au financement de notre modèle. Le modèle social, hérité de la Seconde Guerre mondiale, Jérôme Guièche, que vous le vouliez ou non, est mort. Il nous faut, et c'est à la fois désespérant pour les Français aujourd'hui, mais réjouissant pour notre génération, à nous d'inventer un nouveau modèle économique et social, fondé sur le mérite, fondé aussi sur une nouvelle vision de l'Europe. Et j'espère qu'on partage un certain nombre de convictions en commun sur le sujet. L'Europe ultralibérale, assez d'accord sur l'idée que l'Europe nous impose trop. L'Europe mondialiste ne fonctionne pas. Il nous faut protéger les peuples européens. Il nous faut inventer un nouveau protectionnisme commercial. Et cette TVA antidélocalisation, qui avait été présentée par Nicolas Sarkozy, j'y crois profondément. C'est passionnant. Vous dites qu'il faut préserver les familles, on leur baisse des prestations, c'est scandaleux, on les affecte dans le soutien à la natalité, à la naissance, au pouvoir d'achat du ménage. Mais si vous augmentez votre fameuse TVA concrètement, ça veut dire, c'est le projet qui a été rappelé encore il n'y a pas très longtemps, de dire, je ne sais plus qui l'a proposé, d'augmenter de 3 points la TVA. Ça veut dire que c'est les ménages qui vont le payer. Augmenter de 3 points la TVA, c'est probablement entre 800 et 1000 euros par an supplémentaires par ménage d'augmentation de la TVA. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est encore assez intéressant. Vous dites, on va exonérer les entreprises de cotisations patronales et on va le faire payer par les ménages via la TVA. Et c'est vrai, on va le faire supporter aussi aux importations. Mais une augmentation de la TVA, c'est les ménages qui la payent. Donc vous voyez bien qu'au bout du bout, vous revenez dans quelque chose d'assez classique à droite, qui consiste, on baisse les impôts et les cotisations des entreprises et on le transfère sur les ménages pour sanctuariser le dispositif. Non mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on creuse un petit peu et qu'on s'arrête pas, comme vous le faites, aux annonces et puis au mouvement de... Vous êtes probablement, malheureusement, un idéologue. Moi, je suis un pragmatique. Non. Donc moi, les idéologies, ça ne m'intéresse pas. Donc écoutez-moi sur l'ensemble des propositions que je fais. J'ai démonté votre raisonnement. Non, mais c'est l'inverse. J'ai l'inverse. Premièrement, je souhaite, oui, qu'on libère les PME dans notre pays et qu'on cesse de les asphyxier. Mais là-dessus, visiblement, vous êtes d'accord. Deuxièmement, oui, mais il faut le financer. Deuxièmement, je souhaite qu'on finance tout ça. D'abord par un protectionnisme commercial européen, à travers cette TVA antidélocalisation, qui fera partager les coûts, entre autres par les produits importés. Parce que comment voulez-vous qu'on réconcilie les ouvriers, les agriculteurs, nos employés avec l'idéal européen si on n'est pas capable d'inventer une nouvelle Europe qui nous protège? Ce n'est pas possible de faire une TVA uniquement sur les produits importés, Monsieur Pelletier. Pas dit que. Bah oui, mais donc dans ce cas-là, c'est donc aussi en achetant sa baguette ou en achetant son litre de lait, on paiera la TVA. Tout le monde paiera. Évidemment. Très bien. C'est intéressant. Les entreprises ne payent plus et les ménages payent. Je ne veux pas mentir aux Français. La vérité est la suivante. Il faudra que chacune et chacun fasse des efforts. Mais prenons l'exemple. Vous l'appelez anti-délocalisation, mais en réalité, elle sera payée sur tous les produits. Elle sera payée par tout le monde. Mais vous savez, il y a un enjeu clé. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires.
On l'a vu avec les professions réglementées. Non, mais attendez, c'est important. On est tous d'accord. Non, mais je vais vous donner un exemple. On dit il faut casser les professions réglementées, ouvrir la concurrence, les taxis, les pharmaciens, les notaires, etc. Bon, je veux bien qu'on réfléchisse ensemble. Mais c'est quand même incroyable que cet État, l'État, demande à des professions de se réformer, alors qu'il est incapable, lui, l'État employeur, d'inventer sur la question des retraites, d'inventer sur la question de la fonction publique, de la dépense publique et de la dette, de nouvelles méthodes et un nouveau courage. Moi, je souhaite avant tout, c'est là qu'on a une vraie différence avec Jérôme Guedj, moi, je ne souhaite pas un État interventionniste sur tout. Je trouve que l'État doit se renforcer sur les questions régaliennes, mais laisser les entrepreneurs tranquilles, laisser les familles tranquilles, laisser les collectivités locales tranquilles, voilà. Il faut réinventer ce modèle français qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, moi, ma conviction à rebours des vôtres, c'est de dire oui, je crois qu'il faut réduire de manière drastique les dépenses publiques et tout mettre sur les PME, les artisans et les commerçants. Il reste 2 minutes. J'ai bien compris qu'il reste 2 minutes. Dans cette réinvention du modèle français, moi je vous ai entendu là, je vous ai entendu l'autre jour chez Monsieur Bourdin, j'ai vu les propositions de la droite forte, mais quand je vous entends, j'ai plus l'impression d'être dans ce film de notre génération, La Retour vers le futur, où Doc là nous ramène quelques années en arrière. On a des propositions qui étaient celles de Nicolas Sarkozy en 2007, qui étaient celles de Nicolas Sarkozy en 2012, ou alors qui sont des trucs un petit peu incongrus. Par exemple, vous avez dit l'autre jour chez Monsieur Bourdin que il fallait avoir le courage de revenir sur les réformes qui avaient été faites depuis des décennies. Et vous avez cité deux. La retraite à 60 ans, et vous avez parlé aussi des 35 heures. Donc, bon, on connaît bien la rhétorique. Donc, ça veut dire qu'en gros, ceux qui partent après des carrières complètes à 60 ans, il faut arrêter. Là, les 155 000 qui ont bénéficié de la mesure qui a été prise par François Hollande dès son arrivée, on arrête ça, première question. Et puis, deuxième question, pour juste savoir, parce qu'il y a des grandes réformes de gauche qui ont été mises en œuvre, jusqu'où ça va? La 5e semaine de congé payé, ça va pour vous? Il faut revenir dessus. Juste pour savoir. L'abolition de la peine de mort, c'est juste pour savoir, comme vous étiez au Front National, chez De Villiers, Maigretti, non mais attendez. Non, mais c'est juste pour savoir jusqu'à quel point vous estimez que l'action politique renouvelée consiste à réformer, à supprimer tout ce qui a été fait probablement parce que qui sont aujourd'hui dans le pacte républicain. Jérôme parce que probablement je vous ai convaincu, vous avez choisi maintenant le choix de la caricature. Non, c'est dommage. Je vous le dis, c'est dommage. Non. Il faut, vous savez, être beaucoup plus calme. Premièrement, oui, je regrette que la droite française, lorsqu'elle revient au pouvoir, ne trouve pas le courage. Ça aurait été le cas sur la retraite à 60 ans ou sur les 30. Vous êtes très dur. Mais je lui ai dit à l'époque. Ah ouais. Je pense qu'on aurait dû aller plus loin, plus vite, plus fort sur un certain nombre de réformes. Premièrement, vous prenez l'exemple de la retraite. Moi, je crois que ce débat éternel, je l'entends depuis quasiment ma naissance, retraite à 60 ans, à 62 ans, à 65 ans, c'est dépassé. Je crois qu'il faut qu'on propose aux Français un nouveau modèle qui est la retraite proportionnelle par points. Si vous voulez partir à 56 ans à la retraite, partez à 56 ans et ce sera proportionnel à vos trimestres de cotisation. Si vous voulez travailler jusqu'à 67 ans, faites-le et vous atteindrez un certain seuil. Donc c'est sûr. Pas tout à fait. Franchement, pas tout à fait. Vous savez qu'il y a des blocages. Je sais d'ailleurs à Nicolas Sarkozy d'avoir, entre autres, inventé quelque chose de très nouveau, qui était hallucinant. Vous savez, pendant des décennies en France, on n'a pas pu... Attendez, je réponds à la question, déjà, alors qu'on devrait débattre. Bon. De manière très précise. Oui, bien sûr. Enfin, il pose plus de questions. Mais là, c'est pour gagner du temps, il réfléchit. Non, je réponds. Le nombre de retraités qui, pendant des décennies, vous rendez-vous compte, n'ont pas pu cumuler leur retraite avec un emploi. Au nom d'un dogme à la française. Hallucinant. Moi, je souhaite, et j'ai été heureux que Nicolas Sarkozy ouvre cette possibilité. C'est pas lui qui l'a inventé, rassurez-moi. Le cumul emploi-retraite, c'est pas Sarkozy. Est-ce que j'ai dit que c'était lui? J'ai apprécié. Vous êtes tellement fan que par moment, il y a un peu de... Mais non, je pense avoir démontré tout au long de cette émission, justement, que je ne suis pas ni dans la sarco-nostalgie, ni dans la sarcolatrie. Je considère que Nicolas Sarkozy est un homme d'État, qu'on a besoin de son expérience, de son autorité, de son énergie, mais qu'il nous faudra autour de lui une nouvelle génération pour porter des idées nouvelles et aller beaucoup plus loin en 2017 qu'on ne l'a été en 2012 et en 2007. Je ne peux pas vous dire mieux, vous voyez. Et là-dessus, finalement, ce sera le dernier mot. On voit que, bon, vous êtes globalement pas du tout d'accord. Merci infiniment, en tout cas, Jérôme Guedj, d'être venu débattre. Deux hommes de la même génération. Et dans un instant, c'est le droit de suite. L'After RMC avec Véronique Jacquier. À tout de suite. Bonsoir Véronique Jacquier. Bonsoir. C'est l'heure de l'After RMC. Vous avez écouté toute l'émission, on va encore un peu plus loin.
Bonsoir Guillaume Pelletier. Alors vous êtes encore jeune, mais vous parlez comme un vieux de la politique. C'est ce qui m'a marqué en vous regardant pendant ces presque 2 heures d'émission. Vous évoquez le courage de dire, le courage de faire, mais quand Apolline vous pose la question de savoir si Nicolas Sarkozy ne se prononce pas pour ou contre l'abrogation de la loi Taubira, parce que c'est une question qu'on a envie de savoir aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans les rues pour la manif pour tous, eh bien voilà votre réponse. On ne peut pas avoir reproché à François Hollande la précipitation sur cette loi et demander à Nicolas Sarkozy, qui est un homme d'État, la même précipitation. Donc vous comprenez qu'il prenne le temps? Il prend le temps, il écoute, il regarde, il consulte, mais il proposera le moment venu une solution politique et juridique. Ça tient pas la route, il prend le temps. Ça fait 2 ans et demi qu'il a le temps de réfléchir. C'est la première chose que je me dis quand je vous entends. La deuxième chose, c'est que pendant toute l'émission, vous avez parlé de convictions. Et là, on a envie de savoir quelles sont les convictions de Nicolas Sarkozy, tout simplement. D'abord, je ne suis pas Nicolas Sarkozy. J'ai bien compris. Vous l'avez compris. Vous avez beaucoup parlé en son nom. Vous le soutenez ardemment. Mais je soutiens Nicolas Sarkozy. Il fera les choix qui seront les siens. Moi, je souhaite, je l'ai dit, qu'il remporte l'élection interne de l'UMP. Je souhaite ensuite... Pourquoi attendre sur cette question? Je vais vous rassurer tout de suite. L'extrait que vous venez de passer, si c'était à refaire, je le referais avec le même souffle, avec les mêmes virgules, et avec la même conviction. Pourquoi? Non, mais vous ne pensez pas que les militants UMP ont envie de savoir, là, maintenant, tout de suite? Non, à mon avis, vous voulez savoir tout de suite. Ben oui, comme tous les Français, les journalistes, vous êtes très impatients. Non, attendez, Guillaume Pelletier, cette manifestation, si vous l'avez faite aujourd'hui, c'est que vous estimez qu'il y a des réponses à apporter. C'est vous qui avez choisi ce timing, c'est vous qui avez choisi de manifester aujourd'hui. Vous avez noté, tout au long de cette émission, tout au long de cette journée, tout au long des mois passés, la ténacité, le courage et la cohérence de mes propositions et de mes solutions sur tous les sujets, qu'ils soient économiques ou sociétaux. Nicolas Sarkozy a parfaitement raison quand elle dit que ça fait 2 ans et demi que la question se pose et que Nicolas Sarkozy pourrait avoir une solution. Mais attendez, vous diriez, si Nicolas Sarkozy aujourd'hui avait pris une position définitive, vous diriez, il va trop vite, l'hyper-président, l'hyper-candidat. Non, il aurait une conviction, il nous dirait mes convictions. Je vous dis, avec la même force, de les connaître. Avec la même détermination. Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Il choisit son tempo, il choisit son rythme. Et il a raison de prendre le temps d'écouter, de rassembler les Français. Vous savez, on est pour une campagne de plusieurs années, qui a commencé il y a maintenant 15 jours. Oui, on est dans une campagne de conviction. Voilà. Moi, ma conviction, elle est simple. Je souhaite, quand vous parlez de langue bois, vous me faites bien sourire. J'ai été tout au long de cette émission le plus précis possible et le plus audacieux possible sur les propositions et sur la question du courage et d'une nouvelle méthode. Alors, une question de courage ou plutôt d'éthique en politique. Les Français ont remboursé 11 millions pour le Sarcoton. L'UMP a payé l'amende de dépassement de frais de campagne de 363 000 € de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a fait des conférences rémunérées pour des centaines de milliers d'euros et l'UMP a payé à sa place. Vous savez que ça heurte pas mal de députés UMP. Alain Juppé a dit, lui, jeudi soir, qu'il ne se faisait pas payer pour une question d'éthique. Vous le comprenez? Vous comprenez l'ancien Premier ministre? Mais on veut connaître votre réponse. Je m'en contrefiche. Franchement, savoir si on est payé pour une conférence ou pas payé pour une conférence, mais chacun fait comme il veut. Mais quel est ce monde où chacun donne des leçons de morale aux autres? Moi, tout au long de cette émission, et vous verrez tout au long des prochaines années, j'essaierai, avec tant d'autres, avec cette nouvelle génération, d'arrêter de regarder le voisin pour le juger moralement. Est-ce que c'est juste ou pas de se faire rémunérer pour une conférence? Tout travail mérite salaire. Nous sommes dans un monde où on a oublié cette valeur essentielle. Oui, tout travail mérite salaire. On veut interdire aux entrepreneurs de faire de la politique. On veut interdire aux politiques de faire de l'entreprise. On veut interdire aux politiques de faire des conférences. Mais regardez ce qui se passe dans le monde entier. Nous sommes la risée des Anglais, des Américains, des Russes. Regardez tout ce que faisaient les chefs d'État des autres pays, des conférences dans le monde entier. Moi, c'est ma fierté que Nicolas Sarkozy. Non, mais on peut s'interroger sur le fait qu'il n'ait pas remboursé sa dette de ses comptes de campagne. On peut s'interroger. Les gouvernements du monde entier pour intervenir. Oui, Nicolas Sarkozy a ce leadership qui agace beaucoup. Et ben moi, c'est une fierté et c'est une des raisons pour lesquelles je le soutiens. Alors, allons plus loin. Vous avez évoqué une idée nouvelle pendant l'émission. On vous écoute. C'est surprenant. Je fais même une nouvelle proposition ce soir. Je souhaite, moi, qu'on en finisse avec le quinquennat, qui est une erreur et qui nous empêche de réformer. Je souhaite un septennat non renouvelable. Que l'homme politique soit contraint, entre guillemets, de vraiment réformer la France et de marquer l'histoire plutôt que de ne penser qu'à une seule chose, sa réélection. Alors il y a une personnalité de l'UMP qui a déjà eu cette idée, c'est Xavier Bertrand. Il y a cette petite musique qui monte dans le monde politique. Comment vous feriez? On fait comment pour remettre un septennat non renouvelable? On modifie la Constitution? Oui, ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire. Vous vous rappelez du référendum sur le quinquennat? Moi, je souhaite qu'il y ait un référendum, comme Xavier Bertrand, comme d'autres d'ailleurs, puisqu'effectivement, c'était la droite forte et Xavier Bertrand qui avait porté cette idée à l'époque. Pourquoi? J'ai vu les ravages de ce quinquennat, de ce temps raccourci. Comment voulez-vous qu'en 5 ans, on puisse réformer la France? On voit déjà qu'on est en campagne présidentielle 2 ans et demi
après l'élection de François Hollande, qui a tant abîmé la France. Donc il nous faut avoir le courage de réinventer une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est simple, elle repose pour moi sur un triptyque. Un septennat non renouvelable qui garantirait au président de la République la volonté de réformer et non pas de réfléchir à sa réélection. Deuxièmement, consulter davantage le peuple français, au moins un référendum chaque année, au moins un, pas plus mais pas moins, pour réconcilier les Français avec la politique et les engager sur les grands dossiers économiques, sociaux et sociétaux. Et puis, ce système des ordonnances qui nous permettrait, dans les premiers mois d'une élection, d'imposer un rythme des réformes. Les Français n'en peuvent plus de cette politique qui promet pendant les campagnes et qui ne tient jamais, ou qui dit une fois élu, on va prendre le temps, on va réfléchir, on va discuter. Donc pour vous, le référendum, ce sera quasi immédiat dès les élections législatives. Plusieurs questions le même jour, au moment des élections législatives. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité. Merci Véronique Jacquier d'avoir terminé cette émission. Dans un instant, vous retrouvez Christophe Ondelat pour le 20h Week-end. Merci.